Bienvenue au podcast Investimo Club, épisode numéro 5. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, c'est encore une fois un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Bruno, votre honnête serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci de nous écouter. Alors avant de commencer, je voulais juste vous rappeler qu'Investimo Club, c'est plus qu'un podcast. C'est surtout un lieu de partage d'expériences pour les investisseurs particuliers. Et tout le contenu est centralisé sur le site. En particulier, je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur la section outils du site web. Vous pourrez trouver plus de 50 services et outils qui sont majoritairement en ligne et qui vous aident à faciliter l'investissement. Et pour y accéder, rien de plus simple, il suffit de taper www.investimoclub.com/outils avec un S. OUTILS. Faites-en bon usage. Pour le moment, revenons à l'épisode du jour. Vous allez découvrir l'histoire de Michael qui a commencé à investir à Paris, assez jeune, puis s'est tourné vers la province. En parallèle de son travail dans l'immobilier, nous verrons comment il a acheté et rénové 3 studios dans la capitale. Michael partagera ses petites déconvenues avec un de ses locataires et comment il en est venu à bout. Puis, il nous dévoilera pourquoi les locataires sont pour lui des partenaires et non pas juste des porte-monnaies. Michael nous expliquera comment ses expériences l'ont poussé à aider d'autres personnes à investir et en faire aujourd'hui son métier. Et enfin, nous parlerons brièvement du profil spécifique des professions libérales qui souhaiteraient investir. Tenez-vous prêts pour cet épisode, prenez des notes. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les références sur la page dédiée www.investimoclub.com/épisode 5. Bonjour Michael et bienvenue au podcast pour cet épisode. Comme à chaque épisode, on va essayer de parler un peu de ton histoire d'investisseur et puis de ton expérience dans l'investissement. Pour commencer, je voulais juste savoir quelle est justement ton histoire et puis comment tu es venu à investir dans l'immobilier. Bonjour Bruno, merci de m'accorder cette interview. Mon histoire, très rapidement, après des années d'études dans l'immobilier, j'ai commencé par travailler dans un cabinet de gestion immobilière où je gérais des logements et je devais trouver des propriétaires intéressés par l'offre qu'on avait sur Paris. J'ai décidé de partir sur quelque chose de plus financier, donc j'ai fait une licence en finance et ensuite j'ai trouvé un premier CDI en 2006. À l'issue de ce premier CDI, j'ai eu la possibilité d'emprunter et donc j'ai commencé à investir en immobilier. Pour cela, j'ai cherché un petit studio dans Paris. Ok, tu étais localisé à ce moment-là à Paris ? Voilà, j'habitais à Paris, je faisais mes études à Paris, je travaillais dans une agence de gestion immobilière sur Paris. Donc, tout simplement, je m'étais dit qu'il était plus simple pour moi, puisque je voulais gérer moi-même la location et la gestion immobilière, il était plus simple pour moi de trouver quelque chose à proximité. Ok. Donc, j'ai cherché sur Paris. J'ai trouvé un petit studio qui correspondait à mes moyens financiers. Donc, j'ai trouvé cela dans le 14e, à la limite de Paris, juste à côté de la cité universitaire. Ok, ça c'était, pour rappel, c'était vers quelle période ? En 2006, fin 2006. D'accord, ok. J'ai eu mon CDI en fait en septembre 2006, donc tout de suite après je suis allé voir la banque et, pour savoir combien je pouvais investir et j'ai trouvé début 2007 pour pouvoir acheter. Et justement, c'est un bon cheminement de demander d'abord quelle est la capacité d'investissement auprès de sa banque. Et à ce moment-là, c'était quelle capacité qui t'avait annoncé ? Alors à l'époque, moi je pouvais emprunter maximum 80 000 euros. D'accord. Sur 20 ans, en sachant que je venais d'avoir un CDI dans un établissement bancaire, j'avais des avantages, un avantage particulier ? Tout à fait, au niveau du taux.
C'était D'accord. à 1,5 points en moins que Ok. le taux classique. Ok. Donc, c'était très intéressant pour moi. Et ça, aujourd'hui, tu sais si c'est encore le cas pour les gens qui travaillent dans les établissements financiers, en général, il y a ce genre d'avantages? Tout à fait. Il y a toujours ce genre d'avantage dans les établissements financiers. Après, ça dépend de l'établissement financier. Il y en a qui vont être sur du 0,5 et du 1. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, les taux sont très très bas, je pense que les avantages ont aussi été réduits, forcément. Ah oui, bah oui, forcément, oui. Oui, vu que les taux sont parfois à moins de 1,5%, on va pas non plus, ils vont pas non plus donner des taux gratuits pour à leurs fait. employés, quoi. Tout à fait. Et donc, tu as trouvé un studio, tu disais, dans le 14e. Voilà, alors moi, je cherchais un studio dans le 14e. Les prix en 2006 étaient déjà assez élevés sur Paris, donc je ne pouvais pas investir dans un 20 mètres carrés. Donc, j'ai trouvé une chambre de bonne. Mais le Ok, gros avantage qu'il y avait sur cette chambre de bonne, c'est que les WC étaient à l'extérieur, mais ils étaient privés. C'est-à-dire que j'étais propriétaire des WC. d'accord, ok. Donc, il y avait énormément de travaux à faire, que j'ai fait moi-même avec des amis. Ouais, d'accord. Par exemple, tu peux nous dire un petit peu rapidement quel genre de travaux tu as effectué dedans? On a refait tous les WC et il y avait une arrivée et une sortie d'eau dans les WC. Et, comme il y avait assez de place, on a mis une arrivée et sortie d'eau pour mettre une machine à laver D'accord. dans les WC. Et juste à côté, donc, il y avait la chambre de bonne qu'on a entièrement refait. On a mis alors, il y avait une arrivée, une sortie d'eau puisqu'il y avait un évier. On en a rajouté une et donc on a pu faire une petite douche avec un petit évier collé sur la douche. Et puis après, ensuite, on a aménagé peinture, on a fait un parquet flottant, on a changé la fenêtre parce qu'elle était en très mauvais état. Et puis je l'ai meublé aussi puisque je le louais en meublé. L'idée, c'était vraiment de faire de la location meublée. D'accord, ok. Question par rapport aux WC qui sont à l'extérieur mais privés. Ça compte du coup dans la superficie du logement à l'achat? Oui. Ouais. Tout à Ok. fait. Tout à fait. Ça comptait dans la superficie du logement. D'accord, ok. Et donc juste pour les chiffres rapidement, le prix de l'acquisition et puis les travaux que tu as fait dessus? Alors, moi, j'ai fait un pack global. Ok, Acquisition, frais de notaire, frais d'agent et travaux. J'en ai eu pour 57 500 euros. d'accord, ok. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crédit sur 20 ans de 45 000 euros et j'ai apporté le reste. J'ai D'accord, fait un apport d'à peu près 13 000 euros. d'accord, ok. Par rapport aux chiffres du marché à l'époque, c'était plutôt standard, plutôt une bonne affaire, plutôt une mauvaise C'était affaire? plutôt une bonne affaire puisqu'il y avait beaucoup de travaux. Dans Ouais. l'immeuble, en fait, il y avait l'entrée principale avec l'ascenseur et il y avait une entrée de service sans ascenseur. Donc, c'était au 6e étage sans ascenseur. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai fait une bonne affaire, c'est que j'étais prêt à acheter quelque chose sans ascenseur. Comme moi, ma clientèle cible, c'était les étudiants. Ouais, bien Je sûr. savais qu'ils étaient prêts à... Eux, ce qu'ils recherchaient, c'est quelque chose de proche et de pas cher. Ok, d'accord. En termes de rentabilité brute, pour avoir une image assez grossière de la chose, quand tu as fait cet investissement, tu regardais ces chiffres-là et si oui, à quelle rentabilité? Alors, pas du tout. La première fois, pas D'accord. du tout. La première fois que j'ai acheté, j'ai vraiment regardé le prix de l'immobilier. Moi, je voulais avoir quelque chose qui me permet... Enfin, le montant d'acquisition plus travaux, je voulais que ce soit en dessous de la valeur de marché de l'époque. D'accord, ok. Ok. Que je pensais à la revente. D'accord. Excellent, ok. Et du coup, là, par exemple, c'était à combien en dessous du marché alors par rapport à ces chiffres-là en pourcentage? Et ben en pourcentage, après travaux, Ouais. on était à quasiment 8% en dessous du prix du marché. D'accord, ok. Pour moi, c'était assez intéressant. Je l'ai gardé 5 ans et ensuite je l'ai revendu au bout de 5 ans. C'est ça, je l'ai revendu en 2013, donc un tout petit peu plus de 5 ans. D'accord. Donc j'ai fait une belle plus-value puisque déjà je l'avais acheté en dessous de la valeur de marché de l'époque et puis le marché a ensuite continué à augmenter, ce que je pensais pas. Je pensais vraiment qu'on était arrivé au maximum. Puis finalement le marché a continué à augmenter. Ça m'a permis aussi par rapport aux travaux que j'avais fait et par rapport à l'apport que j'avais mis, Ouais. j'avais Ouais. quand même calculé à l'époque par rapport au montant de l'apport que j'avais donné que le bien s'autofinançait sur les 45 000 euros d'emprunt. D'accord. Quand tu dis autofinancé, tu veux dire que le loyer couvrait... Le loyer couvrait le montant de l'emprunt, Ouais. donc un autofinancement par rapport à l'emprunt. Ouais. Par contre, j'avais un effort de trésorerie mensuel sur les charges. D'accord, ok. Et juste la raison pour laquelle tu l'as revendu 5 ans après? Alors, au bout de 5 ans, en fait, entre-temps, j'ai fait un deuxième investissement. Ah, ok. Et ensuite, j'ai déménagé. J'avais l'optique de déménager.
Donc j'ai préféré tout revendre avec mon ami. On a mis en commun les actifs qu'on avait, on a tout revendu. Et ensuite, on est parti l'année dernière, justement, sur 3. Alors du coup, avant 3, on va essayer de passer sur le deuxième investissement, le deuxième appartement que tu avais acheté. Juste une question un petit peu avant. Du coup, tu dis tu as acheté ces biens avec ton ami Sur 3, oui. D'accord. Et sur Paris, non, j'étais tout seul. Sur Paris, tu étais tout seul. J'étais célibataire encore à l'époque. D'accord, ok. Donc, tu as dit que tu as acheté un deuxième appartement. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette acquisition ? Oui. Alors, 2 ans plus tard, donc en 2009, j'ai acheté un deuxième appartement. Je vivais toujours dans ma famille, ça, il faut le savoir. D'accord. Donc, j'avais pas de charge de loyer. Ça m'a permis quand même de pouvoir faire ses premiers investissements. C'est aussi pour ça que la banque m'a suivi. D'accord. Donc j'ai acheté un deuxième appartement, cette fois-ci un studio dans le 20e arrondissement, 17 mètres carrés. Et là, j'ai voulu faire la même chose. Donc j'ai voulu faire les travaux moi-même. Ouais. Sauf que en termes d'électricité et même de plomberie, de chauffage, puisqu'on était en chauffage collectif, je pensais que ça allait être simple et ça n'a pas du tout été simple. Vraiment, ça a été très très compliqué à faire. J'ai beaucoup appris de cette deuxième acquisition. Que à partir de ce moment-là, je me suis dit que les travaux, je les ferais faire. Ok. Ouais, effectivement. Puisque moi, sur le deuxième investissement, par contre, je suis allé au maximum de ma capacité d'emprunt et j'avais négocié avec la banque que je pouvais commencer à louer à partir de telle date et finalement, j'ai eu un retard de près un peu plus de 3 mois sur la location. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Pendant 3 mois, j'ai été très très juste. Après, je l'ai mis en location. Donc là, ça m'a beaucoup appris. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je fais faire les travaux. Ouais, d'accord. J'avais une capacité d'emprunt un peu plus importante. Je me suis dit, à partir de maintenant, je ferai faire les travaux et je les superviserai juste. Et j'ai eu un deuxième souci, c'est que j'ai réussi à louer donc, le studio avec 3 mois de retard quand même. Et j'ai eu un impayé de loyer au bout de 2 mois de location. Ah, ok. Donc, tu as enchaîné les petits déconvenus au départ de cet investissement, quoi. Voilà, sur ce deuxième investissement, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Le premier investissement, ça a été assez simple pour trouver un locataire puisque j'étais à côté de la cité universitaire et je suis allé au bureau si on peut appeler ça le bureau des élèves, le bureau des étudiants. Donc j'ai trouvé un étudiant étranger sérieux et ça s'est très bien passé. Le deuxième investissement, j'ai fait confiance à la personne, j'ai pas vraiment étudié le dossier et j'ai pas pris de garantie de loyer impayé. Ok. J'ai pas pris de caution non plus et donc au bout de 2 mois, en fait, je me suis retrouvé avec un impayé de loyer. J'ai pu faire en sorte que le locataire parte au bout de 6 mois. D'accord. J'ai été assez. Tu peux nous expliquer rapidement comment tu as. Comment j'ai fait? Alors déjà au bout de 2 mois, ça a été. J'ai pas attendu dès qu'il y a eu l'impayé de loyer. Au bout de 15 jours, j'ai envoyé un premier recommandé accusé réception et je me suis déplacé directement en fin de journée. J'ai attendu que le locataire rentre chez lui et je lui ai indiqué voilà, je vous ai envoyé un courrier, vous m'avez pas répondu. Je m'aperçois qu'il y a un impayé de loyer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Lui m'a dit qu'il avait une problématique au niveau de son emploi, qu'il venait de perdre son travail, donc il pouvait plus me payer le loyer. Ok. Suite à ça, je lui ai expliqué que s'il avait perdu son emploi, qu'il s'était fait licencier, il a fait de toute façon droit aux indemnités chômage, donc c'était pas une raison d'avoir un impayé de loyer. Ça a été une situation très difficile pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, il payait toujours pas son loyer, malgré mes nombreuses relances. D'accord. Quand tu dis relance, tu faisais des relances officielles, courrier, accusé de réception Toujours recommandé accusé de réception. Puisqu'au niveau juridique, quand on monte un dossier, il faut toujours au minimum avoir envoyé un recommandé accusé de réception pour que ce soit validé devant le juge. Ouais, tout à fait. Mais en plus de ces courriers écrits, tu avais des contacts face à face ou alors par la parole? J'ai eu 3 contacts face à face parce que je me suis déplacé 3 fois et je l'ai contacté au télé. Alors la première fois, je me suis déplacé directement, je l'ai attendu. Les 2 autres fois, je l'ai contacté par téléphone et ensuite on a eu un rendez-vous. Tout ça dans l'espace d'1 mois, 1 mois et demi. Ok. Et puis ensuite, ça s'est compliqué puisqu'il me payait toujours pas le loyer. Moi, je devais rembourser mes échéances. Donc j'ai pris une solution drastique que je fais à titre privé, que j'ai déjà effectué à titre professionnel, mais sur des durées beaucoup plus longues. Je suis venu un jour avec un serrurier, on a changé les serrures. Ok, d'accord, ok. Alors, normalement,
là, on est borderline. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour pouvoir me faire régler mon loyer. Donc, les serrures ont été changées. Ouais. Forcément, ce qui s'est passé, c'est que le locataire m'a appelé. Ouais. Moi, je lui ai expliqué, étant donné qu'il ne paye pas son loyer, il n'avait pas à intégrer l'appartement, à aller dans l'appartement. Donc, lui a pris peur de ne pas pouvoir retrouver ses affaires. De toute façon, je jouais qui tout double. Hein. C'était soit, oui, tout à fait. Soit il prenait peur, soit il me disait que c'était pas légal et qu'il m'attaquait en justice. Ouais. Donc, j'ai joué qui tout double. Il a pris peur. Donc, j'ai laissé rentrer dans l'appartement. Et au bout d'1 mois et demi, il est reparti. Il est parti complètement. Il a déménagé. D'accord, ok. Et pour info, le changement de la serrure dans cet appartement, c'est à peu près combien ça coûtait Ça m'a coûté 700 €. Ok. De faire intervenir un serrurier en urgence dans la journée, parce que forcément, j'ai eu un petit travail de détective privé, j'ai envie de dire, sur les allées et venues du locataire pour savoir quand est-ce qu'il n'était pas là. D'accord, ouais. Alors, effectivement, j'avoue que cette solution est une solution de dernier recours, quand il n'y a vraiment aucune possibilité de s'arranger avec le locataire. Et c'est un risque à prendre, parce qu'en termes juridiques, effectivement, on est hors du cadre juridique. Tout à fait. Comme tu dis, c'est qui tout double, effectivement. Voilà, c'est qui tout double. C'est des solutions que j'avais déjà effectuées 2 autres fois à titre professionnel, sur des périodes plus longues, sur des locataires qui ne payaient plus depuis 2 ans et demi. Ouais, sur des dossiers très très compliqués. Et puis finalement, les locataires, dans les 2 autres cas, les locataires sont partis directement. C'est-à-dire qu'ils ont vu que c'était qu'ils ne pouvaient plus entrer. Ils sont partis, on n'en a jamais plus entendu parler. D'accord, ok. Et tu as déjà essayé la stratégie de payer pour les faire sortir, c'est-à-dire leur offrir 1-2 mois de loyer en cash pour les inciter à partir et que dans une situation financière difficile, c'était assez souvent que le locataire acceptait. J'en ai entendu parler, j'ai jamais fait. Ok. J'ai jamais fait. Sur les situations d'impayés, j'ai eu donc 2 fois alors je parle sur la partie professionnelle. 2 fois, j'ai eu la problématique sur des portefeuilles qu'on avait rachetés, et donc dans ces portefeuilles, il y avait des situations d'impayés d'au moins 1 an et demi, où là, on est parti sur des procédures juridiques qui ont duré à peu près 1 an. Okay. Puisque les procédures sur l'1 an et demi d'impayé, il y avait déjà des procédures qui avaient été engagées. Donc en tout, ça fait 2 ans et demi pour le propriétaire. Il y a eu 2 cas où là, les locataires, c'était vraiment très très problématique, avec une dégradation des lieux. Et les locataires ne se présentaient pas aux différentes actions qu'on avait lancées. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur la solution de changement des serrures. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour mon appartement à titre privé. Effectivement, à cette époque-là, j'avais pas pensé qu'il était possible d'offrir 1 ou 2 mois de loyer pour faire partir le locataire et pas perdre plus d'argent. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord, super. Tu disais ensuite que après ces 2 investissements, tu les as revendus parce que tu es parti. À la suite de ma problématique sur ce 2e studio, j'ai voulu le revendre. D'accord. Parce que je n'avais plus envie de l'avoir dans mon portefeuille, donc je l'ai revendu et j'en ai racheté un autre. Ah d'accord, toujours dans le 20e arrondissement. J'ai fait une petite plus-value sur ce 2e appartement, ce qui m'a permis en fait de combler mes pertes locatives. Ok. Et là, le 2e appartement que j'ai acheté dans le 20e arrondissement, je l'ai vraiment acheté. J'ai fait une très grosse négociation. Il était très mal situé, on va dire, pas proche des transports. Ouais. C'était une partie du 20e arrondissement où il n'y a pas forcément de métro. D'accord. Quasiment un quart d'heure à pied du premier métro. Ok. Et cette fois-ci, je l'ai loué aussi en location meublée, et je l'ai revendu en même temps que mon premier investissement en 2013. D'accord, ok. Et en 2013, en fait, avec mon ami, on a commencé à chercher à l'extérieur de Paris pour acheter notre résidence principale. Moi, j'étais devenu locataire entre-temps, et je voulais partir de Paris, donc on a acheté notre résidence principale finalement en 2015. On a attendu 2 ans avant de trouver la maison qui nous plaisait à côté de Troyes. D'accord, ok. Du coup, les achats-reventes, ils ont été espacés, ils se sont faits sur des horizons de 3 ans, 4 ans pour l'un, et puis 1 an, 2 ans pour l'autre. Voilà, le premier c'est 2007-2013, et le deuxième, j'ai acheté en 2009. Le 2e investissement, j'ai revendu fin 2009, début 2010. Et le 3e investissement, je l'ai acheté en mi-2010, le temps de faire les travaux. Je l'ai loué en fin 2010 et je l'ai revendu en 2013, donc sur 3 ans. D'accord, ok.
Donc bon, ça va, c'était suffisamment espacé pour ne pas être qualifié de marchand de biens par l'administration fiscale. Tout à fait. Ok, d'accord. La suite de ton histoire, un petit peu, une fois que tu t'es séparé de tes investissements, donc tu es parti et tu as acquis ta résidence principale, mais 2 ans après, et entre-temps... Entre-temps, j'ai pas fait d'autres investissements. D'accord, ok. On voulait vraiment bloquer ce que j'avais gagné, ce qu'on avait gagné chacun de notre côté, pour acheter la résidence principale, pour avoir un apport. Ok, d'accord. Mais alors du coup, tu m'as dit que tu n'as pas fait d'investissement toi-même, mais tu as aidé d'autres personnes à faire des investissements, des connaissances, des membres de ta famille. Dans ce laps de temps, oui. Entre le moment où j'ai revendu mes 2 appartements et ensuite qu'on a acheté la maison à côté de Troyes, effectivement, j'ai accompagné des personnes. Parce qu'en parallèle de ma vie privée, en termes professionnels, j'avais décidé de reprendre mes études pour passer un master en management immobilier et financement immobilier à la Sorbonne. Pendant ces 2 années, en fait, j'ai travaillé au sein de direction immobilière d'entreprises cotées, donc Société Générale et Sanofi. D'accord. J'ai énormément appris sur le marché du bureau, notamment. Ouais. Et comment les entreprises se faisaient conseiller pour pouvoir gérer leurs actifs immobiliers. Ok, ouais. Et en parallèle de cela, j'ai des amis qui voulaient investir en immobilier, qui savaient que j'avais déjà investi, que je travaillais dans l'immobilier. Donc je les ai accompagnés soit pour acquérir leur résidence principale, soit pour investir dans des studios. Pour la partie studio, on était plus sur de la province que sur Paris. Ok. C'était des personnes qui habitaient sur Paris, mais qui n'étaient pas parisiens d'origine. Donc il y avait de la famille en Bretagne, qui avait de la famille en Normandie, et qui avait de la famille dans le sud-est de la France. Et donc, l'idée, c'était d'acheter sur leur région d'origine et pour que la famille aidait sur la partie gestion locative. Je leur ai donné des astuces pour la rédaction du bail, pour la sélection du locataire, etc. Et notamment sur la partie acquisition, sur le financement et savoir comment on calculait la rentabilité. D'accord. Donc en vrai, tu as utilisé ton expérience pour aider d'autres personnes à investir. Et petit à petit, c'est ce qui t'a mené à peut-être ta situation d'aujourd'hui, si tu veux bien nous l'expliquer. Et donc la société que tu as créée. Tout à fait. En fait, parallèlement à mon activité professionnelle, donc comme je viens de le dire, j'avais accompagné des personnes sur leurs investissements immobiliers. Ensuite, j'ai trouvé un emploi à la suite de mon Master 2. J'ai trouvé un CDI dans une société de gestion de portefeuille en immobilier de commerce. Et parallèlement à ça, puisque j'ai de la famille qui est dans la santé, j'ai commencé à avoir des contacts de médecins qui voulaient investir en immobilier, qui savaient que je faisais de l'immobilier. Donc, je les ai accompagnés. Face à ça, j'avais mon expérience dans le domaine de conseil aux entreprises. Oui. Les entreprises, en fait, elles sont généralement accompagnées en immobilier de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets externes qui viennent les voir et qui leur proposent de gérer pour eux leur patrimoine immobilier. Donc, ils vont leur donner des conseils dans le cadre de l'acquisition ou de la revente, dans le cadre de la gestion locative. Et je me suis dit, mais finalement, ce conseil-là n'existe pas pour les particuliers, hormis dans le cadre de particuliers qui ont des fortunes. Des fortunes, ouais. Effectivement, là, ce conseil-là existe dans ce qu'on appelle le family office. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas créer une société qui fasse un accompagnement global pour les particuliers qui veulent investir en immobilier ou qui veulent acquérir leur résidence principale ou résidence secondaire. Ok, d'accord, ok. Et donc cette société, comment s'appelle-t-elle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc, j'ai créé ma société de conseil qui s'appelle Vidia Patrimoine. Vidia, d'accord. Pourquoi Vidia ? Parce qu'en fait, Vidia, c'est en sanskrit, ça veut dire guide, et c'est l'origine justement du mot guide. Et l'idée, c'est... comme le guide de haute montagne, je connais bien le terrain, je vais baliser les dangers et je vais accompagner le client jusqu'au sommet pour qu'il réussisse son investissement immobilier. Ok, alors justement, je me posais une question parce que je discute de temps en temps avec des investisseurs débutants. Toi, dans ton expérience, là, quelles sont les remarques que tu entends le plus souvent au départ et puis les craintes de la part des personnes qui souhaitent commencer à investir ? La première chose, quand je rencontre des investisseurs qui investissent pour la première fois, souvent c'est qu'ils me disent on hésite à investir en immobilier parce que c'est quand même plus compliqué d'investir en immobilier que d'aller acheter une action ou de souscrire un contrat d'assurance vie. Ok. À cette première hésitation, je leur dis souvent que comme toute chose dans la vie, la première fois fait toujours peur. Puis finalement, une fois qu'on a passé le cap, on peut plus résister à l'envie de recommencer à investir en immobilier. Ouais, c'est vrai, ça se retrouve chez beaucoup d'investisseurs, effectivement. Ouais, donc la complexité, c'est ce qui freine les gens à se lancer. Tout à fait. Et, ouais. D'autres... La peur de l'impayé de loyer.
Ça, c'est une peur qu'on retrouve souvent parce que c'est totalement humain. Quand les choses se passent bien, on a tendance à ne pas en parler. Et par contre, quand les choses se passent mal, on a tendance à en parler. Alors effectivement, quand on va sur Internet, on a plus tendance à voir des problématiques d'impayés de loyer que des personnes qui vont dire que tout se passe bien. Ouais. Il faut savoir que l'impayé de loyer, c'est à peu près 3 à 4% de l'ensemble des locataires. Ouais. Et sur ces 3 à 4%, il y a quand même une grande partie qui est dans le logement social. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas de risque zéro, mais comparé à toutes les situations qui se passent bien, l'impayé de loyer n'est pas si important que ça. Et après, il y a toujours des solutions pour éviter cet impayé de loyer. C'est ce que j'explique aux clients qui me font confiance. Et puisque pour moi, l'impayé de loyer, c'est la conséquence. Et la cause de cet impayé, c'est généralement la mauvaise étude du dossier locataire et la mauvaise sélection du candidat locataire. Ok, d'accord. Ouais. C'est un excellent point et je sais que pour toi c'est important vraiment le sélection des locataires et donc ta méthode rapidement pour choisir un locataire, qu'est-ce que tu appliques de façon systématique? Moi, comme tu le dis, la sélection du locataire, c'est la chose la plus importante dans l'acte d'investir, puisque le locataire, ça va être finalement la personne qui va faire en sorte que notre investissement soit bénéficiaire. Et ouais, effectivement. Donc l'idée, c'est de dire que le locataire, c'est un partenaire de l'acte d'investir. Ok, donc, un partenaire, effectivement. Ouais. Comme c'est un partenaire, il va falloir avoir des relations régulières avec lui. C'est-à-dire le contacter tous les semestres ou tous les ans. Alors moi, j'ai plutôt tendance à le faire tous les semestres pour savoir si tout se passe bien, pour rappeler les obligations faites au locataire, pour voir si sa situation professionnelle évolue en bien ou en mal. Et puis après, pour trouver des solutions s'il y a des problématiques. Dans le cadre de la sélection du locataire, la première chose, c'est quand on reçoit le dossier du locataire, bien entendu qu'il faut vérifier si le dossier est complet, s'il y a tous les documents. Mm-hmm. Il faut surtout vérifier que les documents sont exacts, que les données fournies sont exactes. Ouais. Et sont véridiques et non pas des documents falsifiés. Quoi. Exactement. Ouais. Alors, ça prend du temps, c'est très chronophage. Mais il ne faut pas hésiter à appeler les entreprises pour savoir si ce qui a été écrit est correct. Et c'est ce que je fais moi habituellement, et j'ai eu 2 cas où c'était faux, c'était des documents falsifiés. Et l'entreprise, dans les 2 cas, était très contente que je les ai appelés, puisque pour eux, c'était aussi un risque en termes de données, d'avoir des données falsifiées qui se promenaient sur le marché. D'accord. Ça, c'était pour un client, oui. Un individu qui a investi, un locataire. Un candidat locataire que je trouvais bien. Enfin, le dossier me semblait bien. J'ai quand même. Et c'était quoi comme document qui a été falsifié le bulletin de salaire. D'accord, ok. Le bulletin de salaire avait été falsifié dans une première fois. Le bulletin de salaire n'était pas le bon en termes de montant. Ok. Et dans une deuxième fois, c'était pire pour l'entreprise puisque l'employé avait été licencié. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'était une falsification au niveau de la date, quoi. Exactement. D'accord. Ah oui, tout à fait. Ouais. Quand j'ai appelé l'entreprise, effectivement, l'entreprise m'a dit « Mais non, la personne ne fait plus du tout partie de notre société depuis telle date. Mais comment vous avez vu ce document ?» Ils m'ont posé des questions, donc je leur ai expliqué qui j'étais. Je leur avais déjà expliqué en amont qui j'étais. Donc je leur ai réindiqué pourquoi j'avais cette démarche. Et la personne des ressources humaines, puisque j'ai eu affaire à la directrice des ressources humaines, m'a indiqué qu'effectivement, heureusement que j'avais appelé finalement, parce que pour eux, c'était un risque d'avoir ces données-là falsifiées qui se promenaient sur le marché. Excellent, c'est un excellent point. Et du coup, au final, la personne, le candidat locataire, tu lui as fait part de ces falsifications ou non, tu as juste non, j'ai donné suite et puis... Voilà, j'ai pas donné suite. Okay. Je pense qu'il a très bien compris pourquoi, puisque son dossier paraissait bon, mais finalement ne l'était pas. J'hésite pas non plus à appeler les anciens bailleurs. Ouais. Ou les bailleurs actuels, j'hésite pas. Quand c'est dans le cadre d'un candidat locataire qui est déjà locataire, j'appelle l'ancien bailleur. Ouais. Quand c'est dans le cadre d'un locataire qui est locataire pour la première fois, oui. Généralement, s'il n'y a pas de garantie de loyer impayé, on peut demander une caution. Donc, oui. Je vais me rapprocher des parents et je vais vérifier la situation des parents. D'accord, ok. Et puis, il y a une deuxième étape très importante, c'est le cadre de la visite. Ok, donc, ouais. Dans le cadre de la visite, comme je dis souvent, il ne faut pas être porte-clés. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte pour faire visiter le locataire et pour que le locataire pense que l'appartement lui convient. Ça, c'est bien.
Mais ce qui est mieux, c'est de profiter de cet instant avec le candidat locataire pour pouvoir lui poser des questions sur ses habitudes de vie, sur ce qu'il fait et trouver les faiblesses. Ouais, d'accord. Et c'est de détecter Détecter les risques. Alors pour cela, j'utilise 2 méthodes. La première méthode, c'est lié à mon expérience, à tout ce que j'ai pu voir sur différents candidats locataires. Et la deuxième méthode, c'est que j'ai pris aussi des formations sur les comportements humains. Ah, ok, d'accord. Ok. Ça m'a permis de voir quand est-ce qu'un locataire va nous mentir. Et effectivement, la visite dure un petit peu plus longtemps, puisqu'on va poser des questions. Donc sur un studio, on va être sur des visites d'à peu près 45-50 minutes. Alors que généralement, quelqu'un qui fait juste une visite classique, en 10 minutes, c'est fini. Mais ça permet de voir si le locataire aussi sait se débrouiller dans un appartement. Donc on va lui montrer, par exemple, les arrivées d'eau, d'électricité au cas où il y a une problématique qui puisse couper tout. Je vais aussi lui demander, par exemple, quand il va aux toilettes, s'il sait, quand on va visiter l'actif, quand on rentre dans les WC, généralement les arrivées d'eau sont à ce niveau-là. Donc je lui indique où c'est et je lui demande de me montrer comment il va faire s'il y a une problématique. Ok. Et ça me permet aussi de vérifier si le locataire sait faire les choses. Et s'il ne sait pas, je vais lui montrer. D'accord, ok. Alors, cette partie-là qui est très ciblée, ça peut aussi se faire à l'état des lieux d'entrée une fois qu'on a sélectionné le locataire. Ouais, tout à fait. Ah d'accord, c'est vraiment une stratégie, comme tu disais, qui peut être chronophage, mais au final, si c'est pour éviter les impayés par la suite qui sont là... nettement plus chronophage encore quoi. Donc ça vaut bien le coup de faire cela. Et lorsqu'on signe le bail, je rappelle au locataire que c'est un partenaire, que je mets en place un accompagnement semestriel. Donc je lui explique un petit peu comment ça va se passer, que je vais l'appeler, je lui demande à quel horaire il pourrait être disponible. Et puis effectivement, je crois qu'on en avait déjà discuté. L'idée, c'est aussi de récompenser le locataire, j'ai envie de dire, en fin d'année, offrir une boîte de chocolat ou une bouteille de vin ou tout à fait. Quelque chose qui va coûter, je vais dire, maximum 20 euros, exactement, qui plaît au locataire et qui voit qu'on ne l'oublie pas. Et il va être enclin avec ce processus de suivi à toujours nous appeler quand il y a une problématique. Et c'est très important pour la vacance locative. C'est-à-dire qu'un locataire que l'on suit, il va être enclin à nous appeler bien en amont en nous disant moi je déménage parce que je m'en vais en province, parce que j'ai envie d'acheter ou parce que j'ai envie de plus grand. Ça nous laisse le temps de nous retourner, de remettre en location et justement d'éviter cette vacance locative. Ouais, excellent. Non, c'est vraiment une stratégie très bien ficelée. Hein. Ouais. J'imagine que moi, si je suis locataire... et qu'un propriétaire agit de la sorte avec moi, ça va faire un gros avantage et je vais réfléchir à 2 fois avant de déménager même. Tout à fait. Ouais, excellent. Ok, alors il y avait une autre question que je voulais te poser, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu as accompagné des professionnels de santé qui sont des gens que tu as dans ton réseau. Et donc, j'imagine que ces personnes-là, qui sont des professions libérales, ont des profils d'investisseurs qui sont un petit peu particuliers. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, peut-être pour les auditeurs qui sont dans cette situation, qu'est-ce qui est important de faire et sur les points sur lesquels il est important d'insister pour des profils type profession libérale? D'accord. Alors effectivement, moi, ma cible prioritaire aujourd'hui sur l'offre que je propose au travers de Vidia Patrimoine, elle est dédiée à des professionnels de santé, à des professions libérales et à des chefs d'entreprise. Ce type de profession, ce sont des personnes qui ont très peu de temps à consacrer à l'investissement parce qu'ils ont un métier qui leur prend énormément de temps. Et au-delà du temps, ils ont aussi une obligation de prévoir leur baisse de revenus au moment de la retraite. Aujourd'hui, c'est 2 fortes questions lorsque je rencontre ces personnes-là. Alors, moi, mon conseil pour des professionnels de santé, des professions libérales, des chefs d'entreprise qui veulent investir par eux-mêmes, qui veulent faire les choses eux-mêmes, déjà, la première chose, c'est de toujours prévoir dans une stratégie d'investissement l'entrée, donc la phase d'acquisition, bien entendu, mais surtout la sortie. Qu'est-ce qui se passe au moment où on va revendre notre actif immobilier? Combien au départ? Combien d'argent me revient à la sortie? Et ça, c'est très important pour ce type de... Alors, pour tout investisseur immobilier, mais pour ces professionnels qui ont très peu de temps à consacrer à l'investissement immobilier, généralement, ce sont des cibles privilégiées pour les opérateurs qui proposent des dispositifs d'investissement avec un avantage fiscal. D'accord, ok. Type Pinel, etc. pour les choses les plus pressantes là. Ok.
Donc l'idée, c'est quand ils veulent investir dans ce type de dispositif, c'est bien de demander à leur conseiller qu'est-ce qui se passe au moment de la sortie, combien je vais gagner à l'arrivée que j'ai revendu mon bien, et surtout cette question va en amener une autre, c'est savoir quel est l'effort de trésorerie que je vais devoir fournir tout au long de mon investissement, et quelles seront les charges à prendre en considération, et surtout quel sera le réel impact de l'avantage fiscal. Tout à fait, ouais. Parce qu'au moment de la sortie, il peut y avoir des désillusions et des pertes liées à l'avantage fiscal qu'on pensait avoir, et finalement on se retrouve avec une taxe sur la plus-value à payer qui va diminuer l'avantage fiscal qu'on aura eu auparavant. Ouais, effectivement. Donc, c'est vraiment le conseil numéro 1 que tu donnes à ce type de profil. Tout à fait. Alors, il y a une deuxième chose indispensable dans tout investissement immobilier. Alors, ce deuxième conseil, je le dédie aussi à tous ces professionnels qui n'ont pas le temps d'investir et qui font appel à des intermédiaires. Oui. C'est de prendre le temps d'aller visiter les actifs immobiliers, de prendre le temps de connaître l'environnement de là où on va investir. Donc si c'est quelque chose qui est sur plan, de prendre le temps d'aller voir où va se situer l'immeuble, ce qui va être créé autour ou ce qui est déjà existant. Et si c'est quelque chose de déjà construit, effectivement, de voir comment se comporte le voisinage, etc. Moi, dans le cadre de mon activité, lorsque j'accompagne des personnes, je vais sélectionner une dizaine de biens qui correspondent à leur stratégie. Je vais aller visiter cette dizaine de biens, et sur ces 10 biens, je vais en sélectionner 3. D'accord. Et ensuite, je vais organiser une journée de visite avec ces personnes pour visiter ces 3 biens et pour qu'elles prennent connaissance de l'environnement de là où elles vont investir. Ok. Ouais, excellent. Donc toi, dans le cadre de ton activité de conseil, tu travailles avec des produits de type défiscalisant ? Pas du tout. D'accord, ok. Ce dont tu parles là, les visites, etc., c'est pour des biens anciens ? Tout à fait, généralement c'est du bien. Alors ça peut être du neuf, mais moi je pense qu'on peut faire des choses très bien avec l'existant. Ouais. Je ne propose pas de dispositif de défiscalisation parce que tout simplement, je pense que j'y crois pas du tout. Je pense pas que ça permette de s'enrichir, et je suis persuadé que si l'administration, le trésor public donne un dispositif fiscal derrière, c'est qu'il y a autre chose. C'est jamais gratuit, on donne jamais de c'est exactement ce que je voyais hier, et ce que je pense, c'est oui, au final, ce genre de dispositif, c'est surtout pour booster l'industrie de la construction en général. Au final, l'avantage pour les particuliers investisseurs, il est caché en fait derrière cette promesse de défiscalisation, quoi. Tout à fait. En fait, il faut comprendre que ces objectifs-là, si je peux faire une digression sur ce point-là, les objectifs de l'administration, c'est vraiment de booster le secteur de la construction et de répondre à une problématique de manque de logement. Oui. Alors pour moi, il n'y a pas de manque de logement. Tout à fait. Il y a une histoire de logements vacants à peut-être réutiliser. Mais l'idée des gouvernements successifs, c'est vraiment de répondre à ça. C'est ça leur objectif. Et pour pouvoir construire sans eux avoir à mettre d'argent, ils proposent des dispositifs défiscalisants. Et finalement, pour l'investisseur qui va investir dans ce dispositif, non seulement il ne diminue pas son impôt sur le revenu classique, mais en plus, au moment de la sortie, il va falloir vérifier ce qui se passe au moment de la sortie sur le risque de taxe sur la plus-value, sur le risque aussi, en dehors de cette taxe, de moins-value, c'est des actifs qui sont généralement surévalués. Et finalement, pour moi, en immobilier, l'objectif premier d'un investisseur immobilier, c'est de chercher à s'enrichir et pas de chercher à défiscaliser. Pour défiscaliser, il y a d'autres produits, les œuvres d'art et autre chose. Mais en termes d'immobilier, le seul avantage qu'on peut avoir sur l'immobilier, c'est le statut de loueur meublé non professionnel qui permet d'augmenter ses revenus sans réellement augmenter son imposition. Mais ça ne va pas permettre de diminuer l'imposition. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Ok, c'est vraiment un avis intéressant. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. D'accord. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors donc, première question que je vais te poser, c'est de savoir si tu as un livre, business ou immobilier, que tu recommandes souvent. Alors moi je trouve que les éditions Delmas sont vraiment très bien faites. Elles proposent différents livres sur différentes thématiques. Et il y a un livre en particulier que je conseille et que j'avais acheté, c'est celui qui s'appelle « Acheter et vendre un bien immobilier ». D'accord, ok. Il est assez bien fait et il permet de
de se rendre compte comment bien acheter, comment bien vendre un bien immobilier. D'accord, ok, on va mettre ça comme lien sur le site. Il y en a un autre que tu as en tête ou... Non, en dehors de celui-là, il n'y a pas d'autres livres immobiliers que je vais conseiller. Par contre, aujourd'hui, on a un gros avantage par rapport à avant 2000, c'est qu'il y a énormément de blogs spécialisés sur Internet sur l'investissement immobilier. Donc, les personnes qui veulent prendre le temps d'investir par elles-mêmes en immobilier peuvent aller consulter tous ces sites, notamment le tien qui est très très bien fait. Merci. Ne pas hésiter aussi à recouper les différentes informations. Et sur la partie fiscale, ne pas hésiter à aller sur le site du Trésor public qui s'appelle bofip.gouv.fr de mémoire, qui est assez conséquent à lire, je l'avoue, mais qui permet de vraiment trouver des informations sur la partie fiscale, comment remplir sa fiche. Ouais, effectivement. Et sur le BOFIP, il y a aussi toutes les jurisprudences qui ont été actées dans les différents tribunaux de France. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant à savoir. Et puis après, on a des liens vers legifrance.fr. Ouais, ok. On va mettre aussi ces liens, effectivement, c'est vraiment super, super intéressant. Ça prend du temps, mais bon, l'investissement immobilier mérite qu'on mette du temps un peu dans l'apprentissage parce que c'est des sommes conséquentes et c'est pas quelque chose à faire à la légère non plus ou à totalement déléguer à 100%, je pense. Tout à fait. Donc, deuxième question, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a une erreur qui te vient à l'esprit qui t'a appris beaucoup de choses ? Oui, je pensais que je pouvais tout maîtriser moi-même. Et finalement, l'exemple de mon deuxième investissement m'a montré que c'était faux. Alors, il y a une phrase toute faite qui dit que on va plus vite quand on est seul, mais on va plus loin quand on est plusieurs. Et je pense que c'est vrai. Donc, c'est vraiment un principe que j'applique. Et aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, je l'applique aussi puisque je me suis entouré de professionnels vraiment très compétents et je me repose sur un réseau confiance pour que Vidia Patrimoine puisse maîtriser l'ensemble des compétences liées à l'investissement immobilier. D'accord, ok. Donc là, par exemple, pour toi, l'erreur, ce que tu aurais fait autrement, ce que tu fais autrement aujourd'hui, c'est que déjà, tu fais faire les travaux. Exactement. Et pour la gestion, sélection de locataires, pareil, tu délègues ? Alors, pour la sélection du locataire, non, je délègue pas, je le fais moi-même. D'accord. Par contre, sur la partie gestion, j'ai des partenaires qui m'accompagnent sur la partie gestion immobilière et toute la partie purement technique. Effectivement, je la délègue. La partie fiscalité, je la prépare et ensuite je la fais relire et revérifier par des partenaires fiscalistes. Ok. Et j'ai tout un réseau aussi sur toute la partie recherche d'opportunités et tout un réseau sur la partie aménagement aussi. D'accord, ok. Non, je pense que c'est vraiment, tu as un réseau qui a l'air assez large et si des gens souhaitent travailler avec toi, ça peut être intéressant n'importe où en France, c'est ça que tu dis ? Tout à fait. Ok. Et du coup, à part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs ? Alors, j'ai un de mes loisirs favoris, c'est la voile. C'est pour ça que je suis allé m'installer à côté de Troyes, puisqu'il y a un lac sur lequel on peut naviguer. D'accord, ok. J'aime beaucoup le jardinage, c'est pour ça que j'ai acheté une maison. Et puis, j'aime bien lire et j'aime beaucoup écrire. Parce que je trouve que l'écriture, c'est vraiment une sensation différente de la lecture encore. Et ça rend libre. On peut un peu mettre tout ce qu'on pense dans l'écriture et puis s'évader. Et pour moi, c'est aussi un moyen de me reconcentrer. L'écriture, beaucoup de concentration. Ouais. Et à une époque où on peut être déconcentré par beaucoup de choses, ça permet de se reconcentrer. Ok. Et alors tu dis aujourd'hui que tu es parti à Troyes notamment pour son lac. Oui. Donc juste en termes d'investissement immobilier là-bas, toi qui es dans la région, est-ce que tu as quelques petits points qui pourraient aider d'autres personnes qui sont situées là-bas à se placer, à faire des investissements là-bas ? Qu'est-ce que tu penses de Troyes ? Moi, après avoir acheté ma résidence principale, finalement, on n'a pas mis d'apport. Donc l'argent qu'on avait de côté, on l'a utilisé pour réinvestir en immobilier sur Troyes. Donc on a acheté 3 studios dans le centre de Troyes qu'on appelle le Bouchon, référence au Bouchon de Champagne. D'accord. Et ça se passe très très bien. Je pense que Troyes, 12% de la population troyenne est étudiante. Donc je pense qu'en termes d'investissement logement étudiant, c'est intéressant. Après, il y a autre chose sur Troyes, c'est que le climat est quand même un peu plus continental et
que sur Paris, on va avoir un vrai été, un vrai hiver. Alors cette année, c'est un peu difficile sur toute la France, mais généralement, un climat un peu plus continental. Il y a le lac, il y a les forêts environnantes. Et il y a toute la partie touristique dédiée au champagne et à la nourriture. Et ça, c'est en train de se développer énormément sur Troyes. Donc, il y a aussi des possibilités d'investissement dans le locatif saisonnier. Ah oui, ok, pour les touristes. Okay. Il faut faire très attention. C'est une toute petite zone. Il faut savoir où on investit. Et là, pour le coup, sur le logement étudiant, je pense qu'on peut investir sur Troyes sans forcément y habiter. Sur le locatif saisonnier, je pense qu'il faut être sur Troyes pour bien connaître les emplacements et pour recevoir la clientèle. C'est une clientèle étrangère, majoritairement hollandais, belge et anglais, et ils ont besoin de contact avec les Français. Donc, il faut mieux être sur place. D'accord, ouais, tout à fait. Ah, ok, c'est toujours intéressant. Et dernière question, avant de se quitter, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais ? La peur. Tout simplement la peur. On ne peut pas investir quand on a peur. Donc le fait d'avoir peur de quelque chose, ça empêche de se projeter. Et malheureusement ou heureusement, dans l'investissement immobilier, il faut savoir se projeter, il faut savoir avoir des idées à 4, 5, 6 ans. Et pour avoir ces idées-là, il ne faut pas avoir peur de faire les choses. D'accord. Et juste, tu vois des gens autour de toi qui avaient peur et qui aujourd'hui ont réussi à passer cette peur ? Oui, comment ils ont surmonté cette peur, c'est en lisant énormément d'autres personnes qui ont pu investir, notamment grâce à Internet. D'accord. J'ai des clients aussi qui avaient peur et qui m'avaient demandé des conseils sur l'élaboration de stratégie. Et finalement, quand je leur ai expliqué tout le montage immobilier avec des mots faciles et compréhensibles et pas des termes uniquement techniques, ça leur a enlevé cette peur et ils se sont lancés. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont 2, 3, voire 4 appartements. D'accord, ok. Ouais, effectivement. Donc, se former, ça permet de baisser l'appréhension et de passer outre ces craintes qui sont aussi souvent véhiculées dans les médias, les impayés de loyer, la destruction, la crise et l'éclatement de la bulle immobilière, etc. Enfin, des sujets dont on entend parler souvent, quoi. Tout à fait. Ok, merci beaucoup Mickaël. Avant de se quitter, on peut dire à tous nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver tes conseils et puis s'ils ont envie de travailler avec toi sur ton site Vidya Patrimoine. Donc Vidya, c'est Vidya. Tout à fait, www.vidya-patrimoine au singulier.fr. Ok, donc on va mettre aussi le lien sur les notes de l'épisode. Et puis donc... merci beaucoup pour ta participation. Merci également de m'avoir permis de participer à cette interview. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Wow. Je sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois, c'est pareil. J'apprends des tonnes de choses. Si vous pensez aussi que cette émission a une quelconque valeur, si elle vous apprend des choses, malgré le fait que ce soit diffusé gratuitement, vous pouvez me le faire savoir. Comment ? La manière la plus simple, c'est en publiant un commentaire sur iTunes, la plateforme sur laquelle est diffusé le podcast. C'est la seule et unique chose que je peux vous demander. Et si c'est possible, faites-le dès la fin de cet épisode. Par contre, si vous êtes trop occupé maintenant, je comprends. Alors, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique. La prochaine fois que vous vous connecterez sur Le Bon Coin, pensez à moi et faites un crochet sur iTunes, 2 minutes, pour laisser un avis. Bien sûr, si vous l'avez déjà fait, je vous remercie énormément. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.